Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Bourse Focus, le magazine des produits et services proposés par Boursorama Banque. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Charline Mellet, directrice adjointe de la relation client chez Morningstar Sustainalytics. Bonjour Charline. Bonjour Laurent. Alors nous sommes ensemble aujourd'hui pour parler d'une nouveauté, c'est la mise à disposition pour les clients de Boursorama, mais aussi pour les visiteurs du portail boursorama.com de données extra-financières à côté des critères d'évaluation financiers classiques. On parle ici de critères ESG pour environnementaux, sociaux et de gouvernance. Alors il y aura une série de 4 vidéos destinées à rentrer dans le détail et à bien expliquer la quasi-totalité des informations qui sont présentées dans cet onglet. L'objectif aujourd'hui est de vous expliquer déjà où on les trouve sur le portail, c'est-à-dire sur les fiches actions, plus de 4000 fiches actions sur le portail Boursorama. Une première donnée est accessible sur l'onglet cours, en dessous du bloc de l'évolution 5 jours. Vous avez également la note ESG qui est dans la bannière, en haut de la fiche valeur, et vous avez un onglet complet dédié à ces informations extra-financières, un onglet appelé durabilité. Je vous l'ai dit, on rentrera dans le détail, mais je me tourne maintenant vers vous, Charline. C'est Morningstar, plus précisément Sustainalytics, qui a été choisi par Boursorama pour fournir ces données extra-financières. Déjà, peut-être un mot, parce que ça a de l'importance aussi. Pourquoi de choisir justement le fournisseur de ces données? Est-ce que vous pouvez nous présenter Sustainalytics en quelques mots? Bien sûr. Et tout d'abord, merci à Boursorama d'avoir choisi Sustainalytics pour vous accompagner dans cet engagement qui me semble essentiel de contribuer à plus de transparence et de rendre accessible la donnée extra-financière à tous. Je pense que ça fait parfaitement écho aux valeurs et à la mission de Sustainalytics qui s'attache à fournir des données, des notations et de la recherche extra-financière depuis plus de 30 ans maintenant. Donc nous sommes vraiment spécialisés dans cette activité. Nous faisons que ça. Et donc nous sommes leader mondial dans la fourniture d'informations extra-financières. Aujourd'hui, nous sommes 1800 collaborateurs, une société globale. Présente dans 16 pays et nous appartenons effectivement au groupe Morningstar depuis 2020. Et ce rapprochement nous donne vraiment l'assise nécessaire à accélérer cet effort de développement et d'innovation dans la recherche et la donnée extra-financière qui devient, je dirais, essentiel tout autant que les critères financiers plus traditionnels. Bon voilà, et on l'a dit, il y a beaucoup à apprendre, beaucoup à comprendre aussi. On va, je l'ai dit, avoir toute une série pour vraiment rentrer dans le détail, tout bien expliquer. Peut-être qu'on va se concentrer ici sur ce qui va retenir sans doute le plus, dans un premier temps en tout cas, l'attention des investisseurs, c'est la note ESG qui sera présente, note ESG de l'entreprise. Premier point très important, on ne parle pas ici, en tout cas dans ce mode de notation, d'une note ESG, mais déjà d'une note de risque ESG. Première subtilité, quelle est la différence presque philosophique, j'allais dire, entre les deux? Oui, tout à fait. Alors, subtilité, c'est intéressant de le noter. Il faut comprendre que les deux restent des évaluations du profil ESG de l'entreprise. Donc, ce sont deux approches de notation. Et c'est vrai que chez Sustainalytics, dès 2018, nous avons fait le choix d'appréhender le profil ESG, la notation ESG de l'entreprise sous l'angle du risque, afin de fournir un réel signal de gestion financière à nos utilisateurs, puisque plus précisément, la note est une note de risque non gérée, une note de risque ESG non gérée et un risque qui se comprend comme un impact négatif sur la valorisation financière de l'entreprise. Donc c'est un réel outil de gestion financière mis à disposition des investisseurs qui aujourd'hui doivent de façon incontournable considérer aussi le risque extra-financier à côté de métriques et de facteurs financiers plus traditionnels. Bon voilà, le risque non géré important. On voit donc que dans cette note globale, on l'a vu, enfin on le verra, vous pourrez le voir sur le portail, qui est gradué avec différents niveaux, de négligeable à sévère. Il y a une répartition entre justement les trois critères, les trois piliers environnementaux, sociaux, sociétaux, de gouvernance. Déjà, est-ce que ces trois piliers, il faudra peut-être revenir sur ce qu'ils comprennent, est-ce qu'ils pèsent du même poids dans la note globale? Et ensuite, comment vous arrivez finalement à estimer sur quels critère va porter davantage le risque de durabilité? Alors, c'est vrai qu'avec cette approche par le risque, on se détache un petit peu des trois sous-piliers
environnementaux, sociaux et de gouvernance équipondérés dans l'évaluation du risque non géré par l'entreprise, puisque, comme je le soulignais, le but est vraiment d'offrir une métrique supplémentaire qui permet à l'investisseur de comprendre quels sont les risques qui pèsent sur ces investissements et quelle est sa potentielle perte en capital. Donc on comprend assez intuitivement que si on évalue toutes les entreprises sur les mêmes critères, de façon équipondérée, dans un panier E environnemental, S social, sociétal et G de gouvernance, on n'aura pas forcément une vision très fine des risques ESG réellement encourus et qui sont donc à même d'impacter la performance financière. Donc pour ça, il faut un petit peu s'éloigner de ce triptyque et puis analyser, comprendre quels sont les risques ESG auxquels sont exposées les entreprises que nous évaluons. Et donc, voilà, c'est assez intuitif de se dire qu'une entreprise qui évolue dans un secteur pétrolier, par exemple, va faire face à des risques environnementaux beaucoup plus importants qu'une institution financière, une banque ou une assurance, par exemple, qui, elle, va avoir à gérer des risques ESG beaucoup plus en lien avec la sécurité des données, avec le risque de corruption, de blanchiment d'argent. Sur le pilier S à ce moment-là, ou le critère Tout à fait. S. Et gouvernance aussi, et où gouvernance. la gouvernance qui va être clé. Donc on va vraiment faire ce travail de comprendre et de pondérer, donc d'associer un poids à des risques plus précis et plus fins que simplement un risque global E, S et G. Donc ça, c'est un travail important dans notre approche de notation. Et pour comprendre comment et justifier pourquoi ces risques ESG pour tel secteur d'activité et puis d'autres sur un autre secteur, on va s'appuyer sur différentes choses. Je dirais qu'il y a 3 facteurs essentiels sur lesquels va reposer cette cartographie de risque. Le premier, c'est nos analystes. Donc je disais en introduction, nous sommes 1800 collaborateurs chez Sustainalytics. On a un petit peu plus de 800 analystes. D'accord. Donc c'est conséquent. On est l'une des sociétés qui fournit de la notation et de la recherche ESG qui présente le plus grand nombre d'analystes. Et sur la notation de risque ESG en particulier, on a un petit peu moins de 300 analystes dédiés. Ils sont organisés comme des analystes financiers assez traditionnels, c'est-à-dire par sous-industrie. Donc ils ont une expertise sur un secteur précis qu'ils couvrent, et donc ils ont déjà une bonne appréhension des risques, des challenges, du secteur, les quelles enjeux. sont les industries, quels sont les process, l'avancée technologique également de ces sous-secteurs, et donc voilà, ils savent bien identifier et mesurer les risques particuliers des secteurs couverts. Dans un deuxième temps aussi, on va s'appuyer sur notre recherche controverse. Donc on aura l'occasion d'en parler plus tard. Ce sera une autre vidéo, mais on en parlera. Voilà. Les controverses, c'est une expertise clé chez Sustainalytics. Donc qu'est-ce qu'on appelle les controverses? Ce sont les scandales, les incidents auxquels peuvent faire face les entreprises. Et nous, en tant qu'agence de notation extra-financière, bien sûr, on doit en prendre compte dans l'évaluation, et encore plus quand on parle du risque ESG. Et sur les controverses, donc on a un petit peu plus de 12 ans de track record, donc c'est-à-dire d'expérience dans cette recherche spécifique. Une recherche qui est assez stable, avec des indicateurs qui sont restés très stables dans le temps. Et donc, statistiquement, ça nous donne une richesse d'informations pour voir la redondance et le côté parfois symptomatique de répétitif peut-être de certaines controverses. Certains incidents dans le secteur, et donc qui laissent effectivement transpirer que ce sont des risques fondamentaux presque de ces sous-secteurs, et donc il faut considérer. Donc ça, on s'appuie aussi là-dessus. Et en dernier, je dirais, on s'appuie aussi sur un cadre international, puisqu'il faut savoir qu'il y a des cadres internationaux qui répertorient les risques ESG par secteur d'activité,
Et donc, on s'appuie aussi sur ces références qui font foi dans le monde de la donnée extra-financière quand il s'agit d'associer des risques ESG au secteur spécifique. Et ça, l'association des risques par secteur, c'est revu 2 fois par an dans notre cadre méthodologique. Donc, les analystes se réunissent et refont le point assez régulièrement sur la pertinence d'associer tel risque, parce que c'est très dynamique, l'ESG. Et donc, il y a, de par les réglementations, de par l'innovation, il y a des risques qui vont diminuer et puis au contraire d'autres qui émergent. Et donc on a cette dynamique, cette révision de dynamique qui permet de toujours être coller certain un petit peu de la cohérence, à la pertinence. Tout à fait. S'assurer de la cohérence entre les risques identifiés et puis dans cette liste de risques, les hiérarchiser et les pondérer correctement. Bon, les gens qui nous regardent, l'investisseur individuel, comment il peut s'approprier ces notes, comprendre ce qu'elles recoupent, peut-être aussi les mettre en perspective. Je parlais d'une échelle de gradation. Est-ce qu'il faut, vous parliez des secteurs, Charline, est-ce qu'il faut comparer avec d'autres valeurs du secteur parce que certains types de sociétés peuvent avoir des notes structurellement, on l'a un peu évoqué, plus mauvaises que d'autres. Comment, quand je suis investisseur particulier, que je découvre toutes ces notes sur Boursorama, que je me dis, c'est un peu complexe, il y a pas mal de concepts que je ne comprends pas forcément. Comment je mets le pied à l'étrier, pour le dire simplement? Alors, c'est effectivement un point très important que vous soulignez ici. Il faut savoir que l'extra-financier, c'est complexe. Et donc, c'est important que l'investisseur particulier s'y attarde un petit peu et comprenne ces notions. Donc, merci de prendre le temps aussi de faire ces vidéos. C'est vraiment clé parce que ça requiert différents éléments et facteurs qu'il faut s'approprier pour vraiment comprendre la valeur ajoutée que ça a. Et donc, comme je le disais un petit peu plus tôt, la notation de risque ESG fournie par Sustainalytics, c'est donc disponible sur le portail Boursorama, c'est vraiment un outil supplémentaire de gestion du risque dans son portefeuille d'investissement. Donc il faut vraiment l'entendre comme ça. Et à côté d'informations et de métriques plus traditionnelles. Plus orthodoxes, en tout cas plus connues, on va dire. Oui, plus utilisées. L'extra-financier est un bloc à part entière et vient compléter cette vue, puisque aujourd'hui, tous les acteurs de l'économie globale sont touchés, impactés par l'ESG. C'est vraiment devenu un sujet central à part entière. Et donc, c'est vraiment une dans la boîte à outils. J'étudie une entreprise, le parcours boursier me semble intéressant, les fondamentaux me semblent intéressants. Ah, je regarde à côté sa note ESG et je me dis tiens. Quel est le risque de durabilité? Quelle est la partie du risque ESG qui n'est pas suffisamment gérée par l'entreprise et donc qui peut impacter la performance de mon portefeuille. Et donc chez Sustainalytics, les notes sont absolues. Donc c'est un chiffre, ça peut être 19,9 par exemple. Et bon, pour faciliter la lecture de ce niveau de risque non géré, encore une fois, on a ventilé les notes dans 5 catégories, je dirais, d'intensité de risque, de négligeable à sévère, ce qui permet de rapidement positionner l'entreprise quant à son risque ESG non géré. Et donc selon son profil en tant qu'investisseur particulier, son profil de risque, on va pouvoir tout de suite se rendre compte si la société est bien positionnée. Tout à fait. Si je suis très adverse au risque, vouloir plutôt me concentrer sur des sociétés, bien sûr, qui présentent un risque moindre. Dernière question, mais pas des moindres, Charline, parce que j'en vois déjà derrière leur écran qui est en train de regarder. Ça, c'est encore du greenwashing, tout ça. Il y a eu plein de scandales ESG en 2022. Je pense notamment à certains cas, notamment Orpea, bien sûr, le plus célèbre, Téléperformance. Est-ce que les notes ESG avaient pris en compte ces risques? Et puis aussi, avec quelle rapidité elles s'ajustent? Quelle est leur fréquence de mise à jour quand on a justement, vous le citiez, une controverse majeure comme ça, vous le disiez, avec des implications sérieuses dans le cas d'Orpea, on voit que ça a une implication critique sur le fonctionnement de l'entreprise. Oui, c'est un très bon point. Déjà, il faut garder en tête que
tout scandale ou catastrophe n'est pas toujours, c'est pas toujours possible de les anticiper. Donc c'est plutôt sur les catastrophes naturelles. Après, sur le cas d'Orpea, on avait effectivement dans la notation de risque ESG identifié que les risques les plus importants pour les sociétés du secteur étaient le capital humain, la gestion de son capital humain, et le risque de qualité des services fournis par l'entreprise. Donc c'était les risques les plus pondérés, donc qui pesaient le plus, et Orpea, par exemple, avait un niveau de risque moyen, donc pas faible ou négligeable, c'était quand même un risque important, parce qu'il faut savoir que la santé, au sens large, c'est risqué. Il y a beaucoup de risques dans ce secteur-là. Donc, on avait quand même donné, je dirais, les clés de lecture aux investisseurs, de dire attention, si vous souhaitez être exposé parce que vous voyez des opportunités sur le secteur de la santé, d'un point de vue ESG, les risques sont importants et sont les suivants. Portent sur ces domaines. Ces domaines, et voilà comment Orpea est noté. Donc voilà, c'était un point que vous souleviez tout à l'heure. Même si on évalue le risque ESG, vraiment on colle au plus près des sujets qui sont les plus impactants par sous-secteur, la note étant absolue, on peut comparer les notes de risque ESG non gérées d'un secteur à un autre. Donc ce qui permet aussi pour l'investisseur d'être conscient du risque ESG qu'il porte quand il choisit d'investir dans tel ou tel secteur et peut-être réduire son exposition à ça. C'est peut-être un peu trop pour moi. Et quand on veut garder une diversification assez importante, en tout cas avoir conscience de ces aspects. Et les scandales, donc les controverses, comme on les appelle dans notre lexique, on en tient compte effectivement dans la partie de comment l'entreprise gère ces risques ESG auxquels elle est confrontée. Et on intègre effectivement cette composante. Pourquoi ? Parce que quand on évalue comment l'entreprise fait les choses pour gérer ses risques ESG, on s'appuie souvent sur ce qu'elle communique, elle. Donc dans ses rapports publics, sur son site web, etc., on va pouvoir venir identifier quelles sont ses politiques en la matière, ses programmes, etc. Et finalement, la controverse va vraiment pouvoir attester, si elle n'en a pas, mais si elle en a, au contraire, nous montrer qu'elle n'est pas capable encore d'appliquer correctement les programmes ou les politiques qu'elle revendique. Parce qu'elle coche les cases sur le papier, mais dans la réalité, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Et donc, bien évidemment, c'est la controverse qui va prévaloir et qui va nous attester que malgré la bonne volonté de la direction, parfois, c'est pas toujours appliqué. Donc ça, voilà, on en tient compte. On est aussi conscient que notre recherche controverse a un fort impact sur les marchés financiers. C'est de plus en plus utilisé par les investisseurs professionnels aussi dans la gestion de leurs fonds d'investissement. Et donc, ce n'est pas un analyste tout seul qui va juger, déterminer, tiens, ça c'est controversé, je vais mettre une petite controverse là. C'est très impactant, notamment sur Orpea. Donc, il y a un comité qui va se réunir et on contacte l'entreprise aussi dans notre processus d'évaluation et de la sévérité de l'impact de cet incident. On contacte l'entreprise, alors pas forcément pour lui donner un droit de réponse, mais aussi surtout pour comprendre sa justification. Comment elle peut expliquer ce qu'elle a mis en place ou pas. Et comment elle s'apprête ou elle a déjà commencé à répondre à l'incident. Parce que ça, c'est très important aussi. Parce qu'une fois que la controverse est là, il faut en tenir compte, mais il faut aussi avoir une vue un peu prospective de est-ce que l'entreprise est capable de résoudre ou est-ce qu'on va vers une escalade très sévère de l'incident, parce que souvent c'est progressif. Il n'y a pas forcément tout de suite une controverse très grave. Qui a un impact ça très peut fort être aussi gradué. Et donc, pour répondre à votre question, au maximum, ça va prendre jusqu'à 10 jours, on prend un petit filet de sécurité, pour vraiment que l'incident et l'analyse de son impact pour l'entreprise soient pris en compte dans la notation ESG. Bon, voilà pour cette réponse très complète. Merci beaucoup, Charline, pour ces explications. Et je le rappelle, il y a 3 autres vidéos pour rentrer dans le détail et l'explication de toutes ces informations extra-financières. Merci beaucoup, Charline. Merci, Laurent. Bourse Focus, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.